Egunon guziak, eben eta Euskal Herrian gira, orduan normal da hitz egitea etxe bat ez da eta hizkuntza bat gabe ezin da egin, ezin da bizitu. Lurralde oso batek du parte hartzen etxe batetan. Bonjour à tous, on ne peut pas parler de Lecce si on ne parle pas de la langue et on a un territoire qui a une forte culture et je veux dire qu'une maison, elle ne se vit pas, si vous voulez, tout l'héritage que l'on a eu de nos maisons, qui ont des âmes, qui ont ont une histoire, et il ne faut pas l'oublier quand on les rénove. Voilà. On est avec des vieilles dames, si vous voulez, parce que je ne vais pas parler je pense qu'on ne va pas parler beaucoup de la maison neuve, que l'on appelle. On va parler surtout des vieilles dames que l'on a... qui font notre environnement, qui nous ont vu naître, qui ont vu naître nos parents. Et donc, si vous voulez, pour moi, ce qui est important dans Lecce, quand on achète une maison, quand on hérite d'une maison, quand on veut la rénover, on la regarde. Je la rappelle, c'est une vieille dame. Et donc, on la respecte, on regarde un petit peu son environnement, où elle est posée, pourquoi elle est posée comme ça. Et en plus, en Pays Basque, le nom de la maison est en fonction de l'endroit sur lequel elle est posée. C'est-à-dire que Elichondoua, moi, quand j'arrive dans un village, Elichondoua, je ne vais pas la chercher au bout du village. Je vais regarder au centre du village parce que c'est à côté de l'église. Donc, ça veut dire, voilà, rien que les noms, si vous voulez, des maisons ont une signification et ce n'est pas posé au hasard. Et après, bon, pour revenir, si vous voulez, sur un petit peu... la rénovation, moi, ça a été... moi, je suis maçon. J'ai fait maçon pendant 50 ans, voilà. De 15 ans à 65 ans. Et j'ai eu la chance de faire un métier qui m'a passionné. Et après, ça a été de se poser des questions. Ça n'a pas été de faire forcément, d'aller dans le sens de la marche, si vous voulez, un petit peu normal. Ça a été de se poser des questions. Ça a été d'aller voir des gens qui faisaient différemment, qui savaient lire des supports, bon, je vois ici des personnes qui m'ont accompagné. Merci Yvan pour les essais qu'on a fait avec de la chaux, parce que moi ça fait 35 ans que je travaille la chaux, si vous voulez, mais à la période c'était plus, c'était la période du ciment, quoi. Là on mettait du ciment un petit peu partout, dedans, dehors, c'était lisse, il fallait des murs droits, il fallait, voilà, donc... et c'était de dire, ah mais là on a des remontées d'humidité, on a des remontées, ça vieillit mal, ça se décolle, et de dire, mais oui, mais c'est pas normal. Il y a deux façons de voir, c'est de dire, ou on fait comme ça, ou c'est comme ça, et puis tu peux pas faire autrement, ou c'est de se dire, on peut pas faire différemment, et est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé, est-ce qu'il y a des gens qui savent faire, qui peuvent m'accompagner. À l'école, je n'étais bon à rien. Alors ça, je vous annonce la couleur de suite. On m'a dit, monsieur Echeverry, vous, on ne va jamais rien faire de bon. Très bien. Bon, mais je pouvais mieux faire. Et j'ai rarement levé le doigt à l'école. C'est après que j'ai commencé à lever le doigt. Parce que papa était maçon, travaillait à Orliarp avec un ouvrier. Et à un moment donné, il m'a posé la question de dire, bon, j'ai passé le CAP avec lui, mais c'était la période du tout ciment. Et lui avait oublié un petit peu la chaux, travaillait encore à la pierre, mais avait oublié un petit peu la chaux et ne savait carrément pas la travailler, la chaux. Hein, voilà. Et donc, ça a été de dire, voilà, de se réapproprier le métier, de rencontrer des gens qui nous orientaient différemment et qui nous faisaient poser les bonnes questions et qui nous donnaient des réponses. Et après, ça a été tout le cheminement, pendant 50 ans, ça a été tout le temps de la recherche et du développement, mais en essayant de comprendre le support, cet étier, comment il était conçu. C'était de regarder, tiens, on est avec de l'ossature au bois, on est avec de la pierre, on est avec... et on parlait à la période de démolition. Et quand j'entendais Raphaël tout à l'heure, on est assez en phase, je crois, et c'était de dire... On a des tas de matériaux que l'on peut réutiliser. On crée une ouverture, on récupère la pierre sur cette ouverture pour la réutiliser ailleurs. Voilà. On fait de la déconstruction, on fait du... Voilà. Et on est respectueux de... Quand on construisait des murs en pierre, il y avait une chose qui m'agaçait, quand c'était de revoir la pierre de récupération
que l'on retaillait, si vous voulez. On reprenait une chasse et puis on retaillait. Je dis, attendez, il y a des gens qui ont travaillé cette pierre déjà. À nous, on peut être assez intelligent pour retrouver une place pour cette pierre telle qu'elle est. Et ça a été pour ça qu'on gardait aussi toujours cette patine de l'ancienne pierre. Voilà. Et on a fait des ouvrages mais, qui, après, ça n'a pas été toujours... bon, il n'y a pas eu que du bon, hein, parce que quand vous faites des essais, il y a des choses... vous dites le soir, là, je balance tout, vous êtes en pleine déprime et vous dites, surtout, je ne vais pas continuer là-dedans. Et puis le lendemain matin, vous dites... on va réessayer quand même, et puis voilà, et puis on va téléphoner à tel parce que lui il a fait comme ça, et voilà, le cheminement il a été toujours comme ça, mais ça a été surtout de voir cette maison, comment elle était faite, pourquoi elle était bâtie comme ça, pourquoi on avait des remontées de salpêtre, ce qu'on appelle le fameux salpêtre qui remonte à un être, pourquoi ça remontait comme ça, pourquoi il y avait aussi, tiens, dans ces vieilles maisons, on se retrouvait avec des ventilations naturelles, il y avait des... On n'a rien inventé. Aujourd'hui, bon, si vous voulez, on est en train de dire on a inventé de nouveaux process. Mais si on regarde l'étier et les bâtiments attenants qu'on avait, par exemple, dans les granges et compagnie, comment c'était conçu, on se rend compte qu'on était avec des techniques qui étaient très au point et qui étaient basées sur le bon sens. Monsieur Paulet, je vous laisse... Très, très, très dur de prendre la parole après Jean-Jacques. Hein. Non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. Lecce, effectivement, ici on a la chance d'avoir un bâti existant qui est de très très bonne qualité. Des maisons qui ont souvent 200 ans ou plus, bâties avec de la pierre, avec du bois, avec de la chaux, des matériaux naturels. Aujourd'hui, ce serait aberrant de revenir avec des palettes de ciment pour rénover ces bâtiments-là. Pour autant, on n'a pas envie de vivre aujourd'hui dans les maisons comme on le faisait il y a un siècle ou deux. Donc effectivement, on a besoin de plus de confort thermique, on a besoin de plus de luminosité, en tout cas on recherche ça. Et la question aujourd'hui, elle est vraiment de savoir comment on peut adapter ces maisons-là sans déstructurer l'existant, sans apporter de nouvelles pathologies, on l'a parlé tout à l'heure avec le salpêtre là. Si on utilise les matériaux non adaptés ou des mises en œuvre qui ne sont pas cohérentes, effectivement, la maison ne sera pas aussi saine qu'elle l'était. Voilà. Donc aujourd'hui, on a clairement un potentiel de rénovation qui est très très important, mais faut-il encore réussir à le rénover correctement pour que les maisons perdurent. Après, quand on travaille, si vous voulez, sur ces maisons-là, quelqu'un qui hérite ou qui achète une maison comme ça, on achète une histoire. Et cette histoire, elle est dans les murs, elle est dans sa conception, elle est... Et ce que dit Samuel, aujourd'hui, on a une autre façon de vivre que on recherche un autre confort, on a d'autres conditions de vie, et on recherchera de la luminosité, on recherchera du confort, évidemment, parce que aujourd'hui, au niveau température, je pense qu'on a des maisons qui sont à peine un peu plus chauffées que ce qu'il y a 50 ou 60 ans. Et ça n'empêchait pas que ces gens-là qui avaient peut-être un peu plus froid étaient en très bonne santé. Et voilà, donc, si vous voulez, aujourd'hui, de travailler on a des règles de construction aujourd'hui qui sont mises en place, qui sont même hyper pointues. Et aujourd'hui, on met tout ça en place dans une maison, mais on n'explique pas comment fonctionne la maison aux gens. Si vous voulez, quand vous vous achetez une voiture, je ne sais pas, on vous dit, tiens, la marche arrière, elle est là, ça sert à ça, le siège, il se rabat. Aujourd'hui, on a des ventilations, si vous voulez, de maison. Les gens vont vous dire, il faut isoler, il faut mettre du double vitrage, il faut isoler tous les murs. On est passé d'une isolation, à un moment donné, qui était de 75. Je vais vous donner des aides si vous passez en 120 ou 140. Ça, c'est aussi les lobbies qui nous ont bien mis sous cap. Et de dire... Attends, mais je ne comprends pas, j'ai des ouvertures là qui sont sur les menuiseries, je fais rentrer de l'air chaud en été et j'aspire ça que j'envoie à l'extérieur, je ressors de l'air frais qui est à l'intérieur, je le renvoie à l'extérieur et je refais rentrer de l'air chaud. Et en hiver, je fais rentrer de l'air froid et j'aspire à l'air... c'est quoi la BMC? J'ai pas tout compris là. Et j'ai un putain de menuisier là qui m'a fait des adaptations sous les portes. T'as vu, il y a 1,5 cm de vide sous le truc. Il ne pouvait pas ajuster ça. Non, mais on n'a pas expliqué un petit peu aux gens
comment fonctionner, si vous voulez, la maison. Et on a d'autres process après, si vous voulez. Pour moi, aujourd'hui, dans Lecce, le plus grand ennemi, ce n'est pas forcément le chaud ou le froid, c'est le taux d'hygrométrie qu'on aura dedans. Et qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui, enfin, quand je m'étais penché sur le chaud-chambre, il y a 14 ans, on m'avait pris pour un hurluberlu, à dire, tiens, ça y est, il a commencé à fumer. Oui, c'est vrai qu'avec le chanvre, on peut aussi avoir d'autres dérivés. Mais c'était de dire, j'avais été voir des Bretons, j'avais fait la connaissance justement du druide du chaud-chanvre en Bretagne, et qui m'avait appris beaucoup de choses. Et c'est de dire, eh bien, le chanvre, il a une capacité d'absorption de 5 fois son poids en eau. Ah, c'est un régulateur dans un intérieur. Et ça, c'est compatible, si vous voulez, avec le mur en pierre. Eh bien oui, mais justement, j'arrive avec un support qui est en phase, parce que j'utilise de la chaux du chanvre sur un mur qui est en pierre et qui est en chaux. Je peux remplir, si vous voulez, des ossatures au bois. Je peux faire des colombages, si vous voulez, garnis avec du chaux chanvre. Et tout ça, si vous voulez, ça a été de s'en approprier, de comprendre pourquoi ça fonctionnait comme ça et qu'est-ce que ça pouvait amener comme confort. Et aujourd'hui, on a ici, je crois que j'ai des personnes chez qui on a mis ça en place depuis quelques années. Merci de participer à la conférence pour ceux qui sont là. Et voilà, d'ailleurs, j'aimerais avoir le retour un petit peu de ces expériences qu'on a eues, si vous voulez. Je sais que la plupart sont contents, mais il y a des endroits, il y a des moments aussi où ça ne se passe pas bien, parce que ça ne réussit pas à tous les coups. Et il faut y faire justement, c'est là qu'on a la lisibilité aussi du support. Ça ne s'applique pas à toutes les sauces, si vous voulez. Il y a des préparations de support. Si j'ai des remontées d'humidité dans les pieds de mur et compagnie, on va traiter d'abord toutes ces montées d'humidité, toutes ces remontées d'humidité. On va attendre un petit peu parce que le temps que ça migre, si vous voulez, je vais avoir des modifications de support. Il y a toute une méthodologie qui, bon, on en parlera à la fin, qui peut être mise en place assez facilement, mais il faut que ce soit réfléchi et il faut que ce soit accompagné, quoi. Il faut que ce soit, on ne le fait pas sur tous les supports. Donc, si vous voulez, ce chaud-chanvre, aujourd'hui, on peut le coupler avec des enduits terre. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur les enduits terre. Bon, nous, enfin, l'entreprise que j'ai cédée à mes collaborateurs, aujourd'hui, on travaille, si vous voulez, sur du développement de l'enduit terre. Sur le chanvre, pour moi, pour la migration, c'est encore un complément, si vous voulez, c'est un facilitateur. Et aujourd'hui, de la terre, eh bien, on reste avec des produits qui sont sains, qui sont facilement, on peut les mettre en place assez facilement. Voilà, ça peut rentrer, on en parlera tout à l'heure, mais sur de l'autoconstruction accompagnée. Voilà, et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le gros enjeu. Parce que quand on rénove une maison, aujourd'hui, tout le monde parlera du coût. Tout à l'heure, j'entendais, c'est pas parce qu'on fait du réemploi que ça coûte moins cher. Non, c'est une autre philosophie. Quand on rénove une maison, si vous voulez, c'est votre rénovation, eh bien, vous allez aller voir l'artisan du coin. Et puis, même l'entreprise des tueries, vous allez dire, mais vous êtes des voleurs. Mais c'est pas possible. On ne peut pas rénover une maison à ce prix-là. Par contre, on peut réfléchir, si vous voulez, à dire, hein, attendez, est-ce qu'il peut y avoir un phasage? Est-ce qu'on est obligé de faire tout en même temps? J'ai ma maison, si vous voulez, j'ai 300 mètres carrés de surface habitable. De combien j'ai besoin, si vous voulez, pour vivre aujourd'hui? Par contre, on met un phasage, si vous voulez, dans le temps. Et moi, qu'est-ce que je suis capable de faire, si vous voulez, dans ce projet-là? C'est de dire, oui, parce qu'il faut piquer des murs, il faut décaisser un petit peu. Et bien oui, le piquage des murs, c'était... il y avait 4 000 €. C'est cher, hein? Oui, très bien. Mais, par contre, vous n'avez pas des copains comme ça, un week-end? Eh bien, ouais, mais on ne sait pas, est-ce qu'on va aller assez profond et tout ça? On peut vous donner un coup de main. On est là pour vous accompagner. Et c'est là que je crois, si vous voulez, beaucoup dans la rénovation du bâti ancien avec de l'autoconstruction accompagnée. C'est-à-dire que le professionnel, à un moment donné, qui vous accompagne, si vous voulez, à un moment donné, va faire le phasage des travaux, par exemple, la création de l'ouverture. Je ne vais pas vous dire, tiens, il y a une ouverture de 3 par 2 à créer là-dedans, sur du mur en pierre avec une charpente qui est au-dessus. Ça, je vous conseillerais plutôt de faire confiance aux professionnels. Voilà. Par contre, les piquages de murs, ce même professionnel peut vous dire, moi j'attends que tu me dégages ce support de telle façon.
Et ça, si vous voulez, les 4 000 euros, on a passé un week-end, mais je comprends que les 4 000 euros, ils étaient justifiés. Je regarde un petit peu l'état de nos mains, on a bouffé de la poussière, putain, on s'est cassé le dos, excusez le terme, mais et en même temps, on rentre dans le projet. C'est-à-dire que de consommateur, on devient consommateur de son projet. Et de dire, tiens, pour le décaissement de l'intérieur, ouais, mais je ne sais pas à quelle hauteur on vous tire le trait de niveau de 1 mètre, et tu décaisses à 1,30 m. On va te couper une latte si tu veux à 1,30 m, et puis une fois que tu es arrivé à la marque, là, tu es assez profond, tu n'as pas plus profond. Voilà, ça c'est bon, et tu le fais. Et là aussi, il y a du brouettage, il y a du... Et en même temps, pour les compagnons de l'entreprise, si vous voulez, pour les gars qui travaillent, si vous voulez, au sein de l'entreprise, faire du piquage ou faire du décaissement, ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante pour un maçon. Et c'est par contre, si vous voulez, de dire, eh bien, lui, il arrive sur les parties nobles à réaliser, je dirais la création d'ouverture, la réalisation d'enduit. Et pourquoi se pencher aussi sur les finitions? Si vous voulez, il y a des choses qui sont comme les enduits terre ou comme les badigeons, par exemple, qui sont des choses relativement simples à faire. C'est de montrer aux gens, voilà, c'est de la chaux, c'est une colle d'accrochage, et je mélange ça, et tu vois, tu prends un pinceau un petit peu de maçon, et tu passes ça comme ça. Tu le fais en papillonnant, tu le fais en... Ah ouais, et c'est bien. Et une fois le travail fait, et tu regardes pas, ça dépasse un petit peu là, c'est pas très... On est content, c'est nous qui l'avons fait. Nous, on l'aurait fait, en tant que maçon, ils auraient... Et Chichueri, vous auriez pu être un petit peu plus... Vous comprenez, c'est de dire, on s'imprègne du projet. Et moi, ça fait partie un petit peu des fondamentaux de Lecce. Après, il y a une lisibilité, si vous voulez, cet accompagnement, il est toujours aussi de dire, ça c'est possible à faire, et ça c'est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, on nous pousse des fois dans des... ça, en tant que maître d'œuvre, je pense que tu dois avoir ce type de... Alors effectivement, pour rebondir un peu sur les travaux, quand vous rénovez une maison, il y a deux options. Soit elle a été rénovée récemment et vous avez beaucoup de ciment dedans et il faut casser. Soit les enduits et les sols sont anciens ou pas faits et il faut casser. Donc ça, la part de main-d'œuvre dans la rénovation d'une maison, elle est très 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 importante et pas forcément, ne nécessite pas forcément de grosse qualité, si ce n'est des muscles saillants. C'est ça. Voilà. Donc effectivement, la part du professionnel dans la rénovation, elle est plus sur des points spécifiques, sur des technicités. Et effectivement, chacun peut s'approprier une part de sa rénovation en mettant la main à la pâte et en travaillant sur la réfection de sol, la réfection d'enduit, ou en tout cas les déconstructions qui amènent. Après, aujourd'hui, on a, tout à l'heure j'entendais au niveau de l'assurabilité des réalisations, on est confronté au bureau d'études. Alors là, en rénovation, si vous faites rentrer un bureau d'études, et évidemment il faut le faire rentrer, il faut tomber sur le bon bureau d'études. Parce que certains vous diront, si tu verrais les murs là, on n'appuie pas de plancher là-dessus, on va faire une ossature béton à l'intérieur qui va être complètement indépendante et qui va nous désolidariser le nouveau bâti, si vous voulez, du bâti existant. On va pas alors que, bon, voilà. Donc ça, on a ce handicap, et après, à un moment donné, voilà, on a perdu un savoir-faire, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a de plus en plus de kits qui se montent, on a de la préfabrication, on a perdu un savoir. Voilà, aujourd'hui, si vous voulez, 90% des enduits sont réalisés avec des produits prêts à l'emploi. Aujourd'hui, on ne sait plus mélanger un sable avec de la chaux, avec un plastifiant qui est un simple savon, qui peut être du Tipol que vous achetez dans la... Mais non, il faut utiliser des produits qui sont chimiques, qui sortent de chez Labo je ne sais où, et Ron Poulenc et compagnie, et qui vous vendent ça dans des contenants qui coûtent une fortune, alors qu'on avait des procès, si vous voulez, n'est-ce pas Yvan, notre fameux Tipol, je crois qu'on a été les plus grands consommateurs de savon chez le droguiste local, et on mettait un bouchon, si vous voulez, dans notre mélange de chaux et de sable, ça lui donnait une onctuosité qui est
qui est tout à fait... voilà. Après, on a l'école d'accrochage et tout ça qui se forme naturellement. Mais là aussi, c'est... Voilà. Et derrière ça, il faut aussi une équipe. Il faut que tous les gens qui travaillent sur le projet aillent dans le même sens. Ça, c'est une autre paire de manches. Si vous voulez, aujourd'hui, de dire il faut que tous les corps de métier soient en phase. Donc, il faut à un moment donné rassembler tout le monde et de dire on veut travailler dans cet esprit-là. On veut qu'on tienne compte, si vous voulez, de l'ouvrier qui est passé précédemment et celui qui arrivera par derrière. Voilà. On ne travaille pas chacun de notre côté, c'est-à-dire, et ça de plus en plus, on a cet individualisme un petit peu de chaque... Attends, moi, le placo, là, mais attends, si l'électricien ne peut pas passer, moi je ferme tout, et puis il se démerdera. Donc l'électricien il revient, il est en train de dévisser les plaques, il est en train de refaire... Non, on a oublié le bon sens à un moment donné. Et ce bon sens, si vous voulez, il repose sur toute la rénovation de Lecce, je crois. Tout à fait d'accord. Après, maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres... On peut prendre des questions au fur et à mesure, si vous souhaitez. Alors, je disais tout à l'heure pour les conférences précédentes, il n'y a pas de questions idiotes. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on se pose une question, souvent il y en a d'autres qui se posent la même. Et après, on a découvert aussi, si vous voulez, en faisant de la déconstruction et tout ça, on découvre un petit peu les procédés de construction qui étaient utilisés, les matières qui étaient... comment on bâtissait le mur, si vous voulez, quand vous démolissez. Là, vous êtes en train de dépioter votre mur. Vous voyez comment il a été construit et les mélanges qu'il y avait. Quand on pique des murs, par exemple, si vous voulez, des vieux enduits qui étaient à la chaux, on se rend compte un petit peu les badigeons qu'il y avait précédemment. Amusez-vous à gratter, si vous voulez, si vous avez une vieille maison à rénover, grattez un petit peu vous allez voir toutes les couches de chaux qu'il y avait et la délicatesse de certains décors. Parce qu'ils faisaient aussi, si vous voulez, des imitations de tapisserie avec des rouleaux en bois qui étaient, voilà, on avait l'abeille où on avait des motifs qui étaient, voilà, et on avait beaucoup de couleurs, quoi. Et donc, vous voulez, aujourd'hui, on dit, il faut que tout soit épuré et compagnie. Non, alors ils avaient, vous preniez en particulier dans les chambres où on trouvait des bleus, on trouvait des bleus très foncés, on avait des tas de couleurs, et ils savaient maîtriser ces couleurs, quoi. Ça, c'est... quand on travaille aussi avec les monuments historiques, hein, on s'en rend compte, si vous voulez. Ils vous disent souvent, faites attention quand vous décroûtez quelque chose comme ça, prenez soin, si vous voulez, de voir comment vous le faites et ce que vous trouvez derrière. Et après, il y a vous pouvez être sensibilisé à ça. Mais les compagnons qui travaillent avec vous, ou vos collaborateurs, il faut leur faire passer aussi cette même fibre, parce que c'est très bien, moi je peux vendre du vent, si vous voulez, ah oui, mais on va vous le faire comme ça. Si mes compagnons comme ça arrivent, si vous voulez, sur le chantier, et puis arrachent tout sans faire attention. Il faut que cette philosophie, elle soit partagée au maximum, quoi. On a cette partie aussi de transmission, de partage, et voilà. Et ça, c'est pas toujours évident aujourd'hui, parce que c'est de la rentabilité qu'il faut, c'est du... voilà, donc... le réemploi, on voit quand, Raphaël, quand tu es avec ton pied de biche là, tu prends, si tu veux, un engin pour arracher tout, c'est complètement différent. Là, je ne veux pas qu'on soit en train de redresser les pointes forcément, mais voilà, donc c'est une philosophie. Et ça, n'oubliez pas ça. Lecce, c'est ça qu'il faut comme attention pour moi. Alors, juste dans le prolongement de ce que tu es en train de dire, ici au niveau du Pays Basque, comme j'ai un artisan, parce qu'il y en a qui travaillent dans la même philosophie. Il y a un sou là-bas. Non, mais l'entreprise se déplace aussi. Hein. Alors, moi, je peux répondre un peu voilà, de manière plus impartiale, peut-être. Il faut avouer que... Alors aujourd'hui, le marché se tend clairement sur de la rénovation. Il y a beaucoup d'artisans qui ne savent faire que du neuf et ils ne franchiront pas le pas, ceux-là. Voilà, très clairement. Quand on est habitué à poser du parpaing, on ne s'invente pas enduiseur à la chaux dans une vieille maison du jour au lendemain. Donc il y a quelques artisans
Vous les trouverez facilement dans les pages jaunes ou tout simplement par leur renommée. Voilà. Mais vous allez en trouver un peu partout disséminés, oui. Je complète la réponse. C'est compliqué, clairement, aujourd'hui, de trouver des artisans localement qui ont ces compétences-là. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, et la coopérative Habitat et Coaction, qui est là aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais ça ne suffit pas pour répondre à tous les demandes, loin de là, puis ils ont trop de boulot. Par contre, depuis maintenant 2 ans, et on continue, on est en train de former de plus en plus de gens avec le centre de formation PERF, qui a aussi un stand. Je fais de la pub pour les gens qui ont un stand aujourd'hui, c'est pas exprès, mais... et en fait, l'enjeu, c'est de former de plus en plus de gens là-dessus, qui aient envie d'aller vers une autre façon de construire et rénover, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Clairement, c'est difficile de trouver. Et ceux qui ont des compétences, ils sont surbookés. Voilà. Alors, il y avait une question là, voilà. Vous parliez de perte de savoir-faire. Est-ce que dans le cadre de vos chantiers, vous avez une démarche de documentation? Enfin, comment faire en sorte de retrouver ce savoir-faire et de documenter par rapport à tout ce que vous observez sur le terrain? Aujourd'hui, il y a des documents quand même, hein, si vous voulez. On a des associations et tout ça qui ont sorti, si vous voulez, des process qui sont assez bien imagés, qui sont, si on va sur les réseaux et tout ça, on trouve quand même des informations qui sont assez bien faites. Et voilà, ça c'est le gros avantage. Et après, il faut faire attention. Chaque maison est un cas unique. Voilà. On ne fait pas de copier-coller sur de la rénovation. Voilà. Donc cette expertise, ce regard quelque part un petit peu de dire tiens, là j'ai toute une zone, si tu veux, qui est avec un enduisissement sur lequel j'ai des traces de salpêtre, mais qui vont très très haut parce que votre humidité elle peut remonter jusqu'à 5 mètres de haut. On peut se retrouver avec des taches qui vont très très haut. Et donc comment ça se fait, essayer de comprendre et pourquoi j'en ai davantage sur les murs de refend que sur les murs extérieurs. Et des histoires comme ça, si vous voulez. Et pourquoi on fait des dallages avec des rissons ventilés, pourquoi on utilisera des... Voilà, c'est du cas par cas. Et à certains moments, on dira, on n'a que la méthode, si vous voulez, béton que l'on peut mettre parce que je suis sur du rocher. Si tu veux, j'ai quelque chose qui est vraiment dur, on ne va pas décaisser, ou j'ai des fondations qui sont vraiment très affleurantes, on va rester avec des procédés qui sont un peu moins anciens, qui sont plus traditionnels, qui sont plus lambda. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est de dire, attention, comment est-ce que je désolidarise, par exemple, une dalle béton de mon mur ancien, quoi. On va mettre toute une bande périphérique de façon à ce que ça n'arrive pas contre. On a des process, si vous voulez, qui vont être un petit peu plus onéreux, mais qui vont vous assainir votre maison. Et ça, il faut l'expliquer, parce qu'on a tendance à nous ventiler, si vous voulez, par exemple, tous les dallages béton que l'on fait, sont désolidarisés des murs. Et dessous, on a toute une ventilation périphérique en pied de mur, si vous voulez, pour reprendre cette humidité résiduelle qui a tendance à migrer et tout ça. Mais ça, c'est vrai que chaque entreprise, après, va essayer. Et après, nous... pour moi, ce qui était toujours important, c'est que le client comprenne ce que l'on fait. Et après, on s'est enrichi aussi d'expériences que les clients nous ont fait faire. J'ai vu une personne chez qui on a travaillé il y a, je crois, une quinzaine d'années, et qui m'avait dit, Monsieur Etcheverry, on va faire des murs chauffants. Un mur chauffant, moi, j'ai jamais fait ça. On va mettre des serpentins, ne vous inquiétez pas, ça va. Et après, c'est une histoire de confiance, et puis c'est de dire, est-ce qu'on va un peu plus loin? Est-ce que... voilà. Après, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Je vous rassure, on n'est pas parfait, c'est pas l'entreprise idéale, on a fait de belles conneries et voilà. On s'est même brûlé un petit peu la main parfois. Et c'est exactement ce que j'allais dire en fin de compte. Même si on connaît le métier, même si on a une vision globale, même si voilà, toutes les planètes sont plus ou moins alignées, on n'a pas toujours 100% de réussite. Voilà. Une maison qui est très salpêtreuse, parce qu'il y a une source en dessous, parce que je ne sais quoi. On a des résultats qui sont bien mieux que ce qu'il y avait avant, parfois qui sont très bien pendant des années, mais on ne peut pas garantir, enfin moi en tout cas, un 100% de réussite. Voilà. On peut toujours avoir des petites zones d'humidité qui reviennent par endroits. Voilà.
Mais l'important, c'est de garder des murs perspirants, de travailler avec des matériaux à base de chaux, de travailler des sols à base de chaux, de travailler avec des isolants à base de liège qu'on est en contact avec le sol. Le chanvre, on en a parlé un tout petit peu, la laine de bois, le travertin, le plancher bois, des choses comme ça, voilà. La terre cuite. Pas de carrelage céramique, pas de choses qui empêcheraient une humidité résiduelle de traverser la paroi. Le but du jeu quand on fait une rénovation, c'est pas de se dire on empêche l'humidité de passer. Non, on la laisse passer de manière la plus diffuse un peu partout. On va l'empêcher d'arriver dans le bâtiment, mais quand elle est dans le bâtiment, quand elle est quelque part, il faut qu'on lui permette d'aller dehors, voilà, de ressortir. Donc évitons tous ces matériaux, voilà, avec des valeurs SD, enfin une perméance non suffisante et qui endommagent le bâti. Après, c'est pas la peine de faire des dalles chaud-liège avec des rissons ventilés pour poser un grès cérame dessus, hein, si vous voulez. Donc on est en cohérence, hein, si vous voulez. Il faut que tout perspire, il faut que tout... voilà. Donc on a ces choses-là qui sont quand même... De mettre un film anti-termite sur toute la surface de la maison pour ensuite travailler avec de la chaux, du bois... Oui, voilà, voilà. Ça sert à rien. Donc Il faut être cohérent. Oui, donc la première question, c'était de savoir où est-ce que vous procuriez le chanvre pour la rénovation. Et l'autre question, c'était de savoir si vous faisiez des formations pour accompagner les gens qui souhaitent faire de l'éco-construction, justement, pour être consommateurs, comme vous disiez. Alors, le chanvre, si vous voulez, on a des chanvrières qui sont, on a des chanvrières qui sont dans le centre de la France. Et aujourd'hui, on a une réflexion qui, dernièrement, j'étais justement sur une table ronde qui était organisée par les agriculteurs du département pour développer les matériaux biosourcés ici localement. Évidemment, on parle de circuits courts et on parle de... voilà. Donc, l'utilisation aujourd'hui, la démocratisation un petit peu du chanvre, de la paille, de tout ce qui est terre, de tous ces matériaux biosourcés, aujourd'hui, on reste encore dans des niches, si vous voulez. Si vous voulez, on en fait une grande promotion, si vous voulez. On a des têtes de gondole, si vous voulez, qui sont très bien achalandées, mais derrière, si vous voulez, on a quand même quelque chose qui reste à 95%, je dirais encore. Si vous voulez, on reste sur des produits marginaux. Donc là, il va y avoir un temps, si vous voulez, d'adaptation. Et de dire que l'avenir de l'agriculture locale va passer par les matériaux biosourcés ou la participation, évidemment que ça va passer par là, mais ça reste pour le moment quelque chose de très marginal. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, de dire est-ce que ça vaut le coup là. Le rallye, ça avait tenté il y a une dizaine d'années, Pierre, tu te rappelles de ça ou non? Une dizaine d'années d'engager une dizaine d'exploitations à faire du chanvre. Sauf qu'ils avaient poussé ces exploitations à faire du chanvre, mais en amont, ils n'avaient pas fait le travail de recherche, si vous voulez. Ce chanvre, on va l'utiliser en quoi? Donc voilà. Et quels sont les débouchés locaux? Voilà. Donc ça, je crois qu'il faut reprendre le problème à l'envers. C'est de dire, il y a un travail de partenariat, de dire... Voyons quels sont les besoins et après pour revenir après sur les formations, jusqu'à présent nous en tant qu'entreprise le but était aussi parce que on était un petit peu précurseur à la période si vous voulez pour le chanvre, c'était de garder un petit peu l'exclusivité en tant qu'entreprise, excusez le terme mais on vivait pas d'amour et d'eau fraîche et c'est pas toujours le cas. Et c'est de dire, vous avez mis un process en place, vous vous êtes creusé la tête, vous avez travaillé, si vous voulez, parce qu'il y a un travail de recherche et énormément de travail en amont. Et c'est de dire, tiens, on va essayer de le garder pour nous. Alors quand on fait de la formation, je sais que Pierre et tout ça travaillent beaucoup sur tout ce qui est sur ces types de formation. Ça, si vous voulez, nous, en tant qu'entreprise, ça va être difficile. Après, moi, aujourd'hui, je suis sollicité, maintenant que je suis à la retraite, je suis sollicité, si vous voulez, pour accompagner des gens, pour dire, tiens, qu'est-ce que tu penses du projet? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, donne-nous 2 tuyaux parce que... Et on n'a pas les moyens de le faire différemment. On aurait les moyens de le faire avec l'entreprise, on le ferait, mais bon, on préfère le faire nous-mêmes. Et là aussi, c'est... des fois, on part avec des vœux pieux, si vous voulez. On va faire tout en chauffant, on va faire... Puis à la fin, il n'en reste pas beaucoup, quoi, hein. Si vous voulez, c'est... Ouais, je complète juste pour la formation. Aujourd'hui,
le centre de formation PERF à Tarnos là, met en œuvre des formations et commence à en faire aussi sur le Béarn. Les formations, elles sont plutôt destinées à des professionnels aujourd'hui. Elles sont ouvertes aux particuliers aussi. Mais l'enjeu que l'on a avec, je dis on parce qu'on les accompagne à monter ces formations, l'enjeu que l'on a, c'est de faire des formations aussi pour les particuliers spécifiques, quoi. Voilà, donc sur les formations sur le béton de chanvre, sur la terre, la construction en terre, sur la paille, tout ça, il y en a déjà qui existent, qui tournent. Donc il y en a qui sont programmés là, d'ici la fin de l'année d'ailleurs. Donc c'est possible pour n'importe quel particulier de s'y inscrire, mais elles sont vraiment professionnalisantes. Et après, voilà. Donc si vous êtes particulier, que vous avez envie de formation, allez tous harceler le centre de formation PERF qui a son stand pour qu'ils se disent « Ouh là, vraiment, il faut qu'on y aille. » quoi. Voilà. Ils ne sont pas là, je ne suis pas dans la salle, donc comme ça, ils ne me diront rien. Ou bien participer à des chantiers participatifs grâce au réseau Twiza. Twiza, exactement. Tout à fait. Ouais. TWIZA, c'est un réseau national d'organisation de chantiers participatifs qui est très bien structuré, tout ça, donc c'est un bon moyen d'aller se former sur chantier aussi directement. Alors, c'était la demoiselle qui avait levé la main en premier. Ouais. Là, il y a plein de problèmes qui se lèvent, je suis désolé. Est-ce que tu veux le micro ou Oui, c'est mieux le micro. Prends le micro. Allez, si vous voulez bien faire passer le micro. Les échés, c'est des volumes de maisons qui sont quand même considérables en surface au sol. On parlait de 300 à 500 mètres carrés. Autrefois, on vivait 2, 3, 4 générations sous un même toit. Enfin, je l'ai vécu étant petite, on a été jusqu'à 15 à table quand on rajoute les salariés agricoles. Et donc on a un peu perdu cette façon de vivre tous ensemble. Et donc maintenant, je trouve, se pose la question de comment valoriser ces échés en les découpant en plusieurs habitations au sein d'une même éché. Est-ce que vous avez accompagné ce type de projet où finalement 2, 3 familles rénovent une éché avec plusieurs logements à l'intérieur? Je n'ose pas lui redonner le micro. Nous avons déjà eu l'occasion de découper des échés, oui, voilà, des grands volumes, effectivement, pour recréer des appartements. On l'avait fait en mutualisant les systèmes de chauffage, ventilation et autres pour amortir les coûts. C'est une solution, mais qui n'est pas toujours évidente, parce que l'idée, c'est plutôt de travailler sur des duplex pour que les gens aient toujours un accès de plein pied au jardin. Ce n'est pas toujours possible. On n'a pas toujours la meilleure des orientations. L'éché était faite de manière à ce que chaque façade correspondait à une occupation, très clairement. Et quand on découpe une maison, forcément, on ne prend plus qu'un quart ou une moitié. Mais voilà, c'est faisable. Mais voilà, tout le monde n'a pas le même résultat derrière. Mais c'est largement faisable autrement. Le coût de la construction ou de la rénovation est important, mais quand il est multiplié par des surfaces à 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés, effectivement, ça devient peu supportable pour une grande partie de la population. Donc c'est une solution. Alors j'ai l'avantage ou l'inconvénient aussi de faire partie de la communauté d'agglomération en tant que délégué communautaire et de faire partie de la commission SCOT et PLUI avec qui on travaille avec Monsieur le maire. On travaille dans cette commission. Aujourd'hui, la réflexion que l'on a, c'est dans ces centres-bourgs, parce qu'en particulier aujourd'hui, on se retrouve avec des carcasses de maisons qui sont énormes dans les centres-bourgs. C'est de réfléchir aujourd'hui comment est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de logements sociaux, alors j'aime pas beaucoup ce terme de logement social, parce que aujourd'hui, 70 à 80% de la population du Pays Basque peut avoir accès à ces fameux logements sociaux. J'appelle ça plutôt logement pour tous. Et c'est de réfléchir, si vous voulez, la collectivité, comment elle peut, avec les bailleurs sociaux qui commencent à se réapproprier un petit peu l'intérieur du Pays Basque, avec tous les avantages et inconvénients que ça a. Je sais que ce sont des sujets qui sont hypersensibles, si vous voulez, en Pays Basque. Et voilà. Mais je vous assure qu'on se creuse la tête pour essayer d'être le plus cohérent possible
voilà, comment est-ce qu'on peut les redistribuer et de dire, parce qu'aujourd'hui on a quand même des orientations qui vont sur le ZAN. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du zéro artificialisation nette qui arrive en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, si je construis sur un terrain agricole, il faudra libérer l'équivalent de cette surface, si vous voulez, à un espace vert qu'il faudra reverdir. Donc, entre-temps, si vous voulez, on va se retrouver avec des échéanciers qui arrivent en 2035 et tout ça, parce que ça va venir très approximativement. Et donc, tout ça, si vous voulez, ça fait qu'aujourd'hui, justement, la réutilisation, l'optimisation de ces espaces de grandes maisons, voilà, sur lesquelles, mais vous avez raison, on avait 4 générations, et 4 générations qui appartenaient à la même famille. Sauf qu'aujourd'hui, la société aussi, elle a évolué. Aujourd'hui, je parlerai des familles monoparentales, de tout un ensemble de... On se retrouve avec des appartements qui doivent être plus petits. Aujourd'hui, les T3 ou les T4, c'est pas forcément ça qui est le plus prisé. Donc, si vous voulez, il y a toute une observation à faire parce qu'on a une société qui évolue. Et voilà, c'est d'être le plus proche possible, tout en adaptant ces règles, en tenant compte de cette réglementation et en répondant aux besoins de la société. Je complète et je fais le lien juste pour cet après-midi, à 14h, il y a une présentation du collectif Etxegoenberria d'Irisari qui a rénové une ancienne Etxe peu particulière, mais avec 4 familles qui vont habiter dedans, et donc ils vont venir présenter ça à 14h tout à l'heure. Oui, alors vous avez entamé le début de la question que je me posais, donc c'est cool. D'un côté, on a ces maisons qui sont plus ou moins bien rénovées, pour lesquelles les gens finalement... L'Etxe, voilà, la maison, on la voit comme une maison individuelle, mais... Et on a quand même des gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas les moyens de rénover tout suffisamment rapidement. Enfin voilà. On a le manque aussi de professionnels. Et d'un autre côté, on a ce besoin criant. Et j'ai toujours l'impression qu'on se dit oui, il faut. Et pour autant, je me rends compte aujourd'hui qu'on n'a pas identifié non plus. Il y a des maisons qui aujourd'hui sont vides, il y a des problématiques d'héritage. Il y a quand même des mètres carrés aujourd'hui qui ne sont pas habités. Et des savoir-faire qui ne se transmettent pas. Et je me dis, ce patrimoine, finalement, ce patrimoine réel, face à ça, il y a aussi un savoir-faire qui est aussi un patrimoine matériel, ces connaissances de savoir-faire des maçons et des ouvriers. Et comment, justement, on ne peut pas aller plus vite par rapport à ce besoin de logement que l'on a au Pays Basque, et des bailleurs sociaux, des promoteurs qui sont encore à 50 ans, enfin, j'exagère un peu, mais qui ont 20 ans de retard. Et voilà, je ne sais pas si on ne peut pas carrément aller plus vite, nous pousser plus vite. Je suis contente d'apprendre que vous êtes au SCOT. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite, en fait ? Sachant qu'on n'a pas forcément tous les gisements de bio et de géosourcés. Là aussi, c'est une question subsidiaire, mais on parlait du chanvre. Je ne sais pas si on pourrait mettre du chanvre partout, ou du bois partout, ou de... Enfin, vous voyez ? Quand vous travaillez avec ces institutions, ou dans ces institutions, il faut apprendre à aller lentement. Parce qu'on a un carcan qui est tel, si vous voulez, que on a une législation aujourd'hui qui est hallucinante, si vous voulez. À un moment donné, entre les permis de réhabiliter, les permis de... on prend, rien que sur l'avant-projet, on va passer un an et demi de suite, si vous voulez. Et après, on a les histoires d'indivision, on a les histoires, si vous voulez, qui sont... moi, il y a quelque chose aujourd'hui qui est l'un de mes chevals de bataille, c'est le monde agricole. Avec tout le respect que je lui porte aujourd'hui, c'est un monde duquel on ne doit pas parler. Voilà. C'est un sujet tabou d'attaquer. Alors attention, je vais prendre des rafales. Et ça va bien. Je suis en milieu agricole, je connais assez bien ce milieu-là. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est tabou. En Soule, ces 20 dernières années, on a perdu 270 exploitations agricoles. On a perdu 570 UTA, unités de travailleurs agricoles.
Et on a perdu, accroché à ces 270 exploitations, on a perdu 3000 hectares. Ces 3000 hectares, ils sont partis où? Eh bien, on se les a distribués parce que il faut que, pour renforcer mon exploitation et tout ça, il me fallait un petit peu plus de terre et le voisin, il m'a cédé ça. Moi, je vais prendre ça. Et à un moment donné, on a laissé la ferme elle-même, le cœur de la ferme, si vous voulez, avec quelques petits morceaux de terre par-ci par-là, qui n'étaient pas très cultivables, qui n'étaient pas forcément très intéressants. Et à un moment donné, cette maison, elle s'est retrouvée à la main des héritiers, si vous voulez, et donc en indivision. Mais cette maison, qui est une grande ferme, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, sur ces 270, on en a 120 qui sont là, au milieu de la nature, qui sont en indivision, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Alors qu'on a le vœu pieux de dire, aujourd'hui, on transmet des exploitations avec des hors-cadres familiaux, avec des... Ça ne va être que... Ça va être marginal. Il ne faut pas rêver que tous les hors-cadres familiaux vont reprendre toutes les exploitations qui se libèrent ou qui... Voilà. Donc là, si vous voulez aussi dans cet éché, parce que là on est vraiment dans l'éché, quoi. Quand l'éché, elle est d'abord dans le monde agricole. C'est la famille, c'est les 4 générations que vous aviez ce sont les maisons historiques, si vous voulez, du territoire. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et vous rentrez dans le privé. Donc ça, rentrer dans le privé, c'est aujourd'hui... à moins de dire... Aujourd'hui, on est en train de référencer les logements vacants, si vous voulez, de dire, on va mettre des taxes, si vous voulez, sur ces logements qui sont vacants. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait des gens qui cherchent de l'habitation, du logement, et que ces maisons restent vides. Donc on va vous dire, on va taxer ces maisons-là, maintenant trouver une solution. Vous êtes en indivision, mais prenez les moyens de trouver une solution. Et donc tout ça, si vous voulez, ça prend énormément de temps, et il y a le respect aussi des personnes que l'on a en face. C'est pas, je ne vais pas arriver en disant, et toi ta maison, là, tu peux la... Non, je reste respectueux, si vous voulez, de ces choses-là, mais ce sont des faits, moi, qui m'interpellent aujourd'hui. Et quand on en parle, si vous voulez, parce que je me permets d'en parler sur les assemblées, ça a tendance un petit peu à déranger, je veux bien, mais on fait quoi, si vous voulez? Et c'est de dire, on fait quoi? On part aujourd'hui sur de l'aménagement de territoire, mais on fait comment, si vous voulez? C'est là, on peut mettre tous les plans qu'on veut, si vous voulez. On a fait tout un... Ouais, on a des PowerPoint là qui sont nickel, mais sur le terrain, comment on le met en application? Aujourd'hui, voilà, on a ces questions qui sont de vraies questions. Et juste un retour de terrain, on a parlé de chantier participatif et de formation de professionnels. Il y a quelque chose aussi qu'on a tendance un petit peu à mettre de côté, mais qui est complètement envisageable. Face à un chantier, souvent tous les maçons, même tradis, béton, ne sont pas fermés à la découverte. Donc il y a des maçons qui maîtrisent les techniques anciennes, et en parlant autour de nous, on s'aperçoit qu'on peut les coupler avec des maçons traditionnels, parce qu'en soi, il y a certains gestes qui sont identiques, ce sont les mélanges qu'ils ne connaissent pas, les applications. Donc en fait, pour grossir une équipe et répondre à un potentiel manque de main-d'œuvre, là c'est aussi du démarchage, pas du démarchage du terrain, mais on parle autour de nous et on s'aperçoit qu'on peut coupler un maçon qui maîtrise la technique, qui a en manœuvre finalement d'autres maçons conventionnels. Et c'est une formation aussi indirecte. Voilà. Je voulais parler de la question du coût et des matériaux, parce que moi je suis un ancien client de M. Etcheberry, et je suis très content de la rénovation qu'il a faite de notre maison, en chaux chanvre, en chaux liège, enfin tous les matériaux dont il a parlé. Simplement, il y a un coût quand même qui est énorme par rapport aux matériaux traditionnels. Et là, dernièrement, je me suis intéressé, justement sur les conseils de M. Etcheberry, à l'argile, puisque les vieilles maisons dont vous parliez, M. Etcheberry, souvent, c'est pas que de la chaux d'ailleurs, c'est de la terre et de la chaux. Souvent, on voit que les enduits des maisons sont composés de vieilles argiles ou d'argile mélangée avec de la terre qui n'est pas de l'argile, plus des petits points de chaux. Et moi, je voulais justement faire un enduit sur une partie de la maison que vous n'aviez pas traitée, sur l'ancien fenil. Je voulais faire un enduit à l'argile. Et donc, j'ai demandé un devis à une société qui se trouve en Bretagne, qui s'appelle Argilus, et qui m'a renvoyé à des distributeurs locaux, qui sont Suas à Peyrorade, et puis un autre fournisseur à Anglette. Et j'ai demandé un devis pour 200 mètres carrés d'enduit à l'argile,
Et j'ai eu une réponse de 8 600 €, rien que pour le matériau. Or, ce sont des matériaux ancestraux. Les gens qui faisaient leur etché, comme vous dites, utilisaient ces matériaux. Alors, comment est-ce qu'ils allaient les chercher? Est-ce qu'ils allaient chercher l'argile à côté? Ils faisaient eux-mêmes leur chaux, etc., dans des puits à chaux. D'ailleurs, chez nous, on a un vieux puits à chaux qui est incroyable. Donc c'est magnifique. Mais en même temps, ces gens-là utilisaient des matériaux qui leur coûtaient rien, ou quasiment rien, sinon en main-d'œuvre. Et maintenant, les mêmes matériaux, traditionnels, on peut le dire, sont des matériaux hors de prix, qui sont donc réservés toujours aux mêmes bourgeois, si on peut dire, qui ont une capacité d'achat que la plupart des gens n'ont pas. Et ça, c'est un réel problème, en plus de celui qu'évoquait ma voisine tout à l'heure. Aller plus vite, il faudrait aller plus vite. Et vous disiez, on ne peut aller que lentement, sauf qu'elle vous a répondu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut aller lentement, et on n'en sort pas. C'est demain, toujours demain. Pardon. Moi, je vais faire une réponse assez courte avant de donner la parole à Jean-Jacques, mais effectivement, quand les maisons se sont construites, on n'acheminait pas les matériaux de très loin. Vous remarquerez qu'ici, on a beaucoup de grès rouge, très peu de granit de Bretagne. Donc, dans l'idée, effectivement, tous les matériaux de construction étaient issus d'un territoire plus ou moins proche, mais en tout cas, pas si lointain que ça. Le parallèle un peu avec le coût des produits aussi. Aujourd'hui, vous avez les produits industriels dits conventionnels. Je parle des isolants, laine de verre, des sacs de ciment et choses comme ça, qui sont sur des modèles avec des process de fabrication qui sont très très bien faits, optimisés, avec des quantités énormes qui sont sorties tous les ans et des coûts qui sont hyper attractifs. Donc effectivement, quand on veut avoir un produit industriel biosourcé, c'est plus cher. Maintenant, rien ne vous empêche effectivement de retravailler avec du bois qui vient de la forêt d'à côté et de ne pas passer par Hispano, comme le disait mon confrère tout à l'heure, ou autre. Voilà. Vous pouvez avoir d'autres circuits. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous on est en train de travailler actuellement avec une entreprise très locale qui travaille très bien la terre. Je ne vous fais pas de dessin, je vais vous mettre ça dans un vase. Et voilà, je dis, aujourd'hui, on a des gens qui savent travailler la terre très localement, pour ne pas citer l'entreprise Goicoechea, si vous voulez. C'est de dire, on est en train de travailler, si vous voulez, sur des mélanges qui seront les nôtres, et de dire, eh bien, on travaillera localement, et c'est du partenariat de territoire. Si vous voulez. Donc Argilus, évidemment, est aujourd'hui, on dira, c'est la Rolls de la terre, mais enfin, elle a un coût. Enfin, Pierre, je pense que vous travaillez la terre en formation. Oui, après, c'est une question qui est super complexe, hein, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. On en parlera en bar en témoignage. Le dernier bar en témoignage de la journée, il est sur la terre. Donc je vous invite, il sera à 17h, je crois, quelque chose comme ça, à y participer de l'autre côté. Mais les solutions aujourd'hui, c'est de la bricole. Donc il y a l'utilisation des terres de chantier directement, hein, bien sûr, qu'on peut tamiser et réutiliser sans aucun problème, ça fonctionne très bien, hein. Des terres d'excavation et tout ça, donc on peut utiliser de la terre qu'on a autour de nous dans la construction sans aucun problème. Il faut savoir la préparer, tout ça, il y a des professionnels qui savent le faire. Bon, voilà, on pourrait en parler pendant très longtemps, ça serait vraiment long, mais c'est un vrai problème que vous soulevez. Aujourd'hui, les filières, elles ne sont pas organisées pour qu'on puisse facilement, à moindre coût, construire avec ces matériaux-là. C'est soit c'est cher, soit c'est j'appelle ça de la bidouille, mais qui est très professionnelle au bout du compte, mais où il faut trouver des réseaux. Bon, on peut vous donner plein de pistes. Moi, j'ai de la terre qui vient de Logrogno, que j'ai mis chez moi, qui est de l'autre côté, pas très loin d'ici, hein, finalement, en distance, qui est une magnifique terre pour faire des enduits. Enfin, voilà, il y a plein de petites pistes, mais c'est par le bouche à oreille, par les réseaux. Donc, il faut se rapprocher des professionnels qui connaissent, qui ont l'habitude d'utiliser ces matériaux, qui eux vont pouvoir trouver le fournisseur local. J'ai de la terre qui vient d'Oriol aussi, dans le Béarn. Une terre jaune magnifique, une argile magnifique, bon voilà. Mais c'est des petits filons comme ça qu'on trouve à droite à gauche, quoi. Voilà. Dernière question. Moi, je voulais revenir sur un point que vous avez rapidement abordé au début de votre présentation. C'était sur l'autoconstruction accompagnée. Et la question que je me posais, c'était en tant qu'artisan, comment vous arrivez à vous faire suivre par des assurances là-dessus ?
et aussi en tant que maître d'œuvre, justement. Alors, il n'y a plus d'archi, je ne sais pas s'il y a encore des archis qui sont présents, et savoir si la MAF, par exemple, suivait sur ce sujet-là. Alors, il y a la réglementation, voilà. Et des fois, si vous voulez, tout à l'heure, je crois que je me suis fait flasher. Et voilà, il y a une réglementation et après, il y a du bon sens, si vous voulez. Je parlais d'autoconstruction accompagnée. Quand vous faites, par exemple, un piquage de mur, si vous voulez, je prends cet exemple-là, le risque de faire effondrer le mur est quand même infime, si vous voulez. Vous risquez de vous peler un petit peu les mains et compagnie, mais bon, ça, vous avez une responsabilité civile. Et voilà, donc, non, c'est de dire, c'est pour ça qu'elle doit être accompagnée. On ne va pas faire n'importe quoi aux gens, si vous voulez. C'est de dire, il faut qu'ils comprennent le projet. Ce sont des petites interventions. Et après, si vous voulez que vous fassiez un badigeon, voilà, c'est de dire, je modifie le support d'abord et je passe mes machots, si vous voulez, en la croisant. C'est quelque chose que je peux faire moi-même. Voilà, on ne va pas, ce que je disais, la création de l'ouverture de 3x4, non, ça, laissez-moi le professionnel faire ça, quoi. Et après, ça se passe très bien, quoi. Hein. Moi, je sais que, si vous voulez, on l'utilise régulièrement, ce process, ou l'entreprise, du moins, l'utilise régulièrement. Donc, pour moi, voilà, ça repose aussi sur le bon sens, quoi. L'assurabilité, après, c'est l'histoire de structure, c'est l'histoire de... Voilà. Du coup, votre assurance, elle n'est pas au courant que vous faites de l'accompagnement à l'autoréhabilitation? Non. Ok. Non, mais très bien, il n'y a pas de souci. Je suis hors la loi. Alors, je complète. Il y a un travail qui a été fait par les coopératives d'activité d'emploi dans le bâtiment au niveau national, justement d'essayer d'organiser cette auto-réhabilitation accompagnée ou autoconstruction accompagnée, avec plusieurs process. Je vais prendre 2-3 exemples. L'exemple du piquage que prend Jean-Jacques, ça peut se passer de plusieurs manières. Il peut y avoir le professionnel qui intervient sur une journée de lancement de chantier, et on va appeler ça formation. Du coup, il n'y a pas de responsabilité décennale qui rentre en compte, et du coup, on montre la technique, on explique aux gens comment ils doivent faire, et après, ils se débrouillent. Donc, c'est eux qui font le chantier. D'accord ? Donc, il n'y a pas question d'assurance à ce moment-là, et là, on est vraiment dans de la formation, juste sur site. Donc, deuxième hypothèse, le piquage, il est un peu complexe, c'est un peu touchy, il faut faire attention et tout ça. Le professionnel reste sur le chantier tout le long du piquage avec des gens qui interviennent. Là, l'assurance décennale, elle intervient, forcément. Le professionnel, à partir du moment où il est là, il est responsable. Donc ça, nous on le fait à Vita Ecoaction, nous on ne prévient pas notre assureur, hein, clairement. On le fait régulièrement, mais on sait que de toute façon, le professionnel sera responsable de ce qui va se passer sur le chantier. Voilà. Bon, il peut y avoir d'autres déclinaisons, je vais pas, ça serait trop long. Mais en tout cas, on a travaillé toutes ces déclinaisons possibles et les modalités d'accompagnement possibles. Il peut y avoir un lancement de chantier et une réception fin de chantier aussi. Enfin, il y a plusieurs formules possibles. Voilà. Mais si ça vous intéresse, si vous arrivez à me choper dans la journée, je peux vous en dire plus. Et mon collègue a beaucoup travaillé là-dessus, sur ce sujet-là spécifique, quoi. Voilà. Je suis désolé, on s'arrête là. Ça peut paraître frustrant. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci, Samuel.